Sevgili konuklar, değerli misafirler, iyi akşamlar. İstanbul Modern'e hoş geldiniz. Müzeler konuşuyor, konuğumuz Fransa. Bu akşam Mathieu Bardot da bizle birlikte İstanbul Frans Kültür Merkezi İşbirliği ile bu programı gerçekleştiriyoruz. Kabaca, kısaca daha önce bütün bu konuşmalarımızın genel çerçevesini özetlemek isterim. Hatırlayanlar çıkacaktır. 2010 yılında bütün bu Müzeler Konuşuyor programını hayata geçirdik. Önce Amerika Birleşik Devletleri, sonra İngiltere, sonra Almanya ve nihayetinde Fransa'yı da bu yıl birlikte işbirliğimizle Fransa'nın önemli kurumların, önemli müzelerinin direktörleri, yöneticileri, küratörleri bizlerle birlikte olacak. İlk konuşmacımız Pompidou'nun direktörü Bernard Blisten'di. O programı takip edenler için kısa bir özet. Bernard özellikle yani büyük bir enstitü, büyük bir global müze olarak Pompidou'nun değişen sergileme programları hakkında bize bilgiler vermişti. Bu akşam konuğumuz Macval'in şef küratörü sevgili Alexia Fabre. Ne ilginç ve ne kadar güzel ki ilk defa geliyor İstanbul'a. Oysa ki İstanbul'la çok derin ve yakın ilişkileri var. Bizim de Macval'le ve Alexia'yla ortak bir geçmişimiz var aslında. 2009 yılında İnce Eviner sergisi gerçekleştirmişti. O sergide yer alan Yeni Vatandaş adlı çalışmasını biz 2010 yılında aşağıdaki müzede yeniden kurguladık, yeniden sergiledik ve daha sonra da İstanbul Modern koleksiyonuna aldık. Uzun sürede sergilenmişti hatırlarsınız. Ama kendisi aynı zamanda Sarkis'le işbirliği yapmıştı. Aragüler sergisi yaptı. Önümüzdeki süreçte de muhtemelen bu akşam bahsedecek Nilialter sergisi yapıyor. Doğrusu bundan sonra daha çok gelmesini sağlamamız lazım. Yani Türkiye sanat ortamı için çok önemli bir figür bence. Burada tabii özellikle yani Macval'in hem kuruluş hikayesini dinleyeceğiz hem de aynı zamanda kendine ait, kendine özgü bir içerik programı ve bir bölgesel bir dönüşüme referans veren politikaları var. Bunun kurucularından ve aynı zamanda bütün bu sergileme içeriğini belirleyen kişi aynı zamanda tabii ki Alexia. Bu önemli, şu açıdan çok önemli. Özellikle 2000'li yıllarda biliyorsunuz müzecilik bambaşka bir zemine oturmuş durumda. Artık çok büyük müzelerden sürekli devam etmenin, konuşmanın hepimiz için bir anlamı olabilir. Ama farklı müze kimlikleri ve kuruldukları bölgeyle, şehirle entegrasyonları çok ciddi konular ve çok önemli başlıklar oluşturuyor. Bence Macval bu açıdan herhalde çok önde duran ve tabii ki incelenen bir kurum. Bu akşam da kendisi hem bugüne kadar gerçekleştirdikleri projeler hem de bundan sonraki yeni müze projesi hakkında bir sunum hazırladı sizler için. Vous avez dirigé le musée départemental de Gap dans les années 93-98 et en 2009 et 2011 vous avez assuré la codirection artistique de la Nuit Blanche. Alors la Nuit Blanche, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une grande manifestation qui, comme son nom l'indique, se tient le temps d'une nuit à Paris. Je ne sais pas si ça n'a pas essaimé d'ailleurs en dehors de Paris déjà et à l'étranger bien sûr, à Rome et ailleurs et Montréal. Et donc toute la nuit, des institutions culturelles parisiennes restent ouvertes, c'est gratuit et propose des événements, des happenings, et aussi bien sûr des œuvres dans l'espace public qui sont aussi très importantes. Donc c'est une manifestation culturelle et artistique très importante. Alors le Macval, c'est un peu votre bébé puisque dès 98 vous avez contribué à la définition de son projet culturel et scientifique alors que le musée n'a ouvert ses portes qu'en 2005 avec le succès qu'on lui connaît. Au cours de ces 15 ans, vous avez constitué une collection je qualifierais de cohérente et d'originale et vous avez fait du Macval un phare de l'art contemporain en banlieue parisienne, relevant ainsi un défi auquel peu de monde croyait, en tout cas au début. Alors la marque de fabrique du Macval, s'il y en avait une peut-être, c'est celle de la création en France des années 50 à aujourd'hui. Mais le Macval, c'est aussi un projet qui est éminemment politique, qui consiste à amener la culture dans une banlieue populaire. En effet, le musée est situé sur un territoire qui est mixte, même très mixte, et vous avez su, à la fois dans vos collections, mais aussi dans les expos temporaires, faire une place de choix à cette grande diversité qui caractérise les artistes en France,
France ou de France ou qui travaillent en France, et comme le Val-de-Marne en quelque sorte, qui lui aussi est évidemment cosmopolite. La deuxième spécificité du MACVAL, c'est l'importance des moyens que vous consacrez à ce qu'on appelle en France l'action culturelle, c'est-à-dire la médiation en faveur de tous les publics, c'est-à-dire des spectateurs, de sorte à les accompagner, de ce qu'ils n'aient pas peur et à ce qu'ils soient peut-être plus familiarisés ou qu'ils aient un accès plus aisé à la création contemporaine et à l'art contemporain. L'arrivée, je vais vous céder la parole là-dessus, l'arrivée prochaine d'une ligne de métro, la 12 je crois, la 15, je ne sais plus, la 15, de métro parisien à vos portes est sans doute une chance, mais peut-être aussi un danger, avec le risque d'une modification du profil sociologique de vos publics. J'espère que vous nous livrerez vos sentiments ce soir sur ce point, et donc je vous cède la parole tout de suite en vous remerciant une nouvelle fois très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation commune à Istanbul Moderne et à l'Institut français d'Istanbul. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup de cette belle introduction. Merci de cette invitation à l'Institut français, à l'Istanbul Moderne. Vraiment, je suis très, très heureuse de découvrir Istanbul grâce à cette invitation. C'est ma première fois ici et je sais déjà que ça ne sera pas la dernière. Grâce à ma rencontre avec Bige, il y a un an, je crois déjà, ça a été un premier pas pour ce pont que j'espère nous allons pouvoir construire ensemble. Il y a ce beau projet donc, de la Biennale avec Nicolas Bourriaud qui va en assurer la direction artistique. Mais depuis que je suis là, depuis que je suis en contact avec Umit, avec Mélodie, avec l'équipe curatoriale, depuis mon arrivée ce matin, donc vous voyez c'est très très récent, mais je prends la mesure de tout ce qui nous rapproche, de tout ce qui nous est commun. D'abord l'âge de nos musées, puisque vous êtes nés en 2004, le MACVAL est né en 2005, la situation est différente, mais d'un côté comme de l'autre, il y a un intérêt particulier pour la scène artistique de votre pays et pour moi de l'art qui se passe en France. C'est un sujet dont j'aimerais bien que nous puissions débattre ensuite, donc je vais essayer de ne pas parler trop longtemps, mais j'aimerais bien avoir votre retour, puisque je crois que vous êtes tous plus ou moins liés à la scène artistique, de ce rapport particulier que vous entretenez avec l'art de votre pays dans un contexte plus international. Voilà, donc des contacts très fructueux, visiblement beaucoup de points communs. Donc je vais reprendre un petit peu les propos qui viennent d'être dits pour rappeler assez brièvement. Alors je regarde l'heure pour savoir, voilà, il faudrait que je m'arrête vers 8 heures. Voilà, donc vous me faites signe, si je suis trop longue, j'aimerais vous rappeler un peu l'histoire du MACVAL, qui est une histoire quand même très particulière, très politique, comme vous l'avez dit. Vous parlez surtout du présent et terminez, comme vous l'évoquiez, sur un futur certainement radieux, mais néanmoins un petit peu inquiétant pour des raisons de transformation du territoire, pour aussi des questions politiques, des questions économiques, le nouveau rapport avec les fondations privées qui arrivent en France, alors que chez vous c'est quelque chose de beaucoup plus habituel. Voilà, donc on terminera plutôt avec les doutes et les questions que l'on partage peut-être. Donc le MACVAL, c'est une histoire assez ancienne. Le musée a ouvert en 2005. Néanmoins, l'histoire est plus longue, car à l'origine, c'est l'histoire d'un département, d'un territoire qui a eu une ambition pour sa population. Donc ce territoire, il faut quand même que je vous en dise quelques mots. C'est un département très proche de Paris, qui s'appelle le Val-de-Marne et qui est traversé par deux voies d'eau. D'un côté, la Marne, qui est un territoire assez bourgeois, plutôt le côté droite sur un plan politique, et d'un autre côté, la Seine, qui traverse aussi Paris, mais qui, avant d'arriver à Paris, traverse le Val-de-Marne. Et autour de la Seine, c'est un territoire très industriel, qui a été ouvrier, qui a été un territoire de révolution. Certaines révolutions du 19e siècle sont parties de là. C'est ce qu'on appelait la ceinture rouge. Et c'est un territoire communiste. Alors voilà, en France, il reste encore quelques territoires communistes. C'est un peu un patrimoine rare aujourd'hui. Nous sommes le dernier département communiste de France. Et alors je ne fais pas de politique, je vous le dis tout de suite, moi je ne fais pas de politique, mais je suis heureuse de travailler pour ce département. Et ce département, en 1982, lorsque l'État a organisé la décentralisation et a transféré au département de nouvelles compétences,
ce département a créé une politique culturelle, le premier service culturel d'un département de France, avec une ambition et une croyance. C'est la nécessité de soutenir les artistes, quels qu'ils soient, pour qu'ils puissent éclairer le monde et rencontrer la population. Il y a une idée très forte qui est l'idée de l'émancipation et d'offrir à tous cette chance de découvrir le monde à travers le regard des artistes. Donc, ils ont développé ça pour la littérature, le cinéma, la danse, le théâtre, et pour les arts plastiques, ils ont mis en œuvre un soutien légitime et respectueux aux artistes en leur achetant des œuvres. Donc à l'origine, ils ont créé un fonds financier et une collection pour être auprès des artistes, les artistes du département, mais pas que. Mais dans ce département, il y a une histoire particulière qui est une histoire d'accueil des artistes étrangers et réfugiés. Et à l'origine, ça a commencé avec un artiste que vous connaissez peut-être, qui était un ami de Picasso, Julio González, qui s'est installé dans le Val-de-Marne car il était sculpteur et il s'est installé près de son fondeur. Et évidemment, les fondeurs, parce que c'était des industries un peu dangereuses, hein, puisqu'il y avait du feu, étaient installés en dehors de Paris. Donc ça a commencé avec Julio González et autour de lui s'est créé une sorte de phalanstère d'artistes réfugiés qui se sont certainement réunis dans l'adversité. Et donc dans notre département, depuis les années 30, 40, 50, se sont réunis des artistes de toutes origines, ensuite venant d'Europe de l'Est, ensuite venant d'Amérique du Sud. Et pour vous dire, par exemple, Sarkis a aujourd'hui toujours son atelier installé tout près du musée à Villejuif. Il vit à Paris, mais son atelier, qui est un lieu très particulier dont vous avez certainement entendu parler, est installé là. Voilà. Donc cette idée de soutenir les artistes et de leur faire rencontrer le public. Donc une sorte de collection est née comme ça, et puis en 1990, car c'est l'histoire d'un homme, il a décidé de créer un musée. Donc c'est un projet très politique, je vous le disais, qui était porté par le président du Conseil général de l'époque, très volontariste, très autoritaire, ce qui a longtemps fait notre force, mais ce qui aujourd'hui constitue aussi notre faiblesse, car il n'est plus là, il est mort depuis longtemps, et ses héritiers ne portent plus forcément ce projet avec la même foi, la même ferveur et la même conviction. Voilà, mais ça c'est l'histoire des institutions, l'histoire des hommes. Voilà, donc ils ont décidé de faire un musée et de l'implanter à Vitry-sur-Seine, parce que cet homme était élu à Vitry-sur-Seine, et puis parce qu'il y avait aussi l'idée d'offrir ce projet ambitieux à une population qui ne fréquentait pas, ne pouvait pas fréquenter les grands musées parisiens, pour des raisons culturelles, pratiques, de transport, économiques ou techniques. Donc la localisation a été choisie donc à ce moment-là. Le projet a été rédigé, choisi par un concours en 1990. Alors vous voyez, les choses sont très très longues et pendant plusieurs années, pour des raisons politiques sur lesquelles je ne m'étendrai pas, le projet ne s'est pas fait. Néanmoins, pendant tout ce temps, la collection a rattrapé l'ambition du projet, qui était déjà un musée de 13 000 m² avec 4 000 m² d'exposition, des équipements pour la pédagogie, un restaurant, un centre de documentation, des réserves, un cinéma comme ici. Et donc pendant ces années, finalement, la collection a grandi et a rattrapé l'ambition du projet. Voilà, donc moi je suis arrivée pour le réaliser. Et à ce moment-là, il s'est agi de donner un sens et une raison d'être à un projet en lequel personne ne croyait. Car il faut revenir sur la localisation. Vitry-sur-Seine est une ville ouvrière, très populaire, composée de différentes vagues d'immigration, d'abord d'Europe du Sud, avec des gens venant du Portugal, d'Espagne, d'Italie, et puis ensuite d'Afrique du Nord et d'Afrique, tous ces gens que la France a appelés dans les années 60 et 70 pour reconstruire la France, et aujourd'hui d'autres populations, souvent asiatiques, avec voilà, notre rapport au territoire.
Donc finalement, personne ne croyait à la légitimité d'un projet dédié à cette population. Et puis, il y a un autre sujet, c'est la banlieue parisienne. Vous savez certainement qu'en France, tout est extrêmement centralisé. En dehors de Paris, il n'y a aucune raison d'être. De l'autre côté du périphérique qui ceinture Paris, c'est le no man's land. Et donc, il fallait trouver aussi un sujet, une raison d'être à ce musée, tout éloigné de Paris, séparé de Paris par ce fameux périphérique, et en même temps à 4 km de Paris, c'est-à-dire à 4 km d'une des plus grandes offres muséales en France et peut-être en Europe. Donc c'était compliqué de légitimer ce projet. Et donc, moi, je suis partie dans une direction qui me semblait la plus juste. Je suis d'abord partie de ce qu'il y avait déjà dans la collection, beaucoup d'artistes qui travaillaient sur le territoire. Je suis ensuite partie de l'idée qu'en France, et c'est ça dont j'aimerais que nous discutions après, les artistes français trouvent qu'ils ne sont jamais assez soutenus par leurs propres institutions et par leurs propres musées, comme si en France, on s'intéressait plus aux artistes venus d'ailleurs qu'aux artistes du territoire. Et donc là, il y avait quelque chose à creuser véritablement. Et puis, enfin, et vous l'avez très, très justement rappelé, il me semblait important de travailler dans une forme de réflexion et d'analogie entre cette collection, ce musée, et la réalité du territoire. Un territoire, je vous le disais, extrêmement mélangé, composé de personnes aux origines très différentes, venues d'ailleurs, et en même temps qui sont là, sur le même territoire, dans un temps donné. Et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le commun. Comment le commun se constitue avec les différences, les singularités, les particularismes ou les particularités des uns et des autres. Et donc, je pensais respectueux et juste d'offrir à ce public très diversifié une réflexion de ce qu'ils sont, là où ils sont, et de ce commun en partage. Voilà, donc je vous passe les années de construction. Le projet a été soutenu par l'État, donc c'est un projet public, vous l'avez compris, hein, exclusivement public, soutenu par l'État, par la France et par la région. Il y a eu des années merveilleuses qui étaient les années de construction du chantier. Et ça, à toute l'équipe ici, je souhaite de vivre ce chantier avec bonheur, car dans une vie de conservateur, c'est le temps de tous les possibles. C'est le temps de tout ce que l'on espère, et on voit arriver ce que l'on a rêvé pendant des années. Alors nous nous sommes installés sur le chantier du musée, dans un préfabriqué, au milieu vraiment du musée en chantier, avec cette idée de rendre visible à la population ce qui était en train d'apparaître, afin de commencer à créer des liens avec ceux à qui ce projet est destiné. Donc on travaillait, par exemple un jour je partais à Paris, je revenais le lendemain, un nouveau mur était construit, parce que c'est un musée, vous le verrez, je vous montrerai les images surtout après, un musée en béton, très très simple, d'architecture fonctionnaliste, une architecture qui a fait ses preuves en termes de muséographie. Même si j'ai beaucoup d'admiration pour Franck Gehry, je me dis qu'il est toujours plus simple de travailler au Magval, d'accrocher des œuvres sur des murs droits, à angle droit, que dans des endroits courbes ou plus compliqués. Donc voilà, les travaux ont été assez rapides et le musée a ouvert en 2005. Alors 2005, ça a été une année un peu particulière en France. Je ne sais pas si vous avez su, mais il y a eu des émeutes assez terribles dans la banlieue parisienne. La banlieue s'est enflammée réellement. Il y a eu une révolte sociale qui a duré plusieurs semaines, juste avant l'ouverture du musée. Et pour nous, c'était un peu terrifiant. Tiens, je vais quand même passer ça. Hop, voilà. Un peu terrifiant, car évidemment, ça a éclairé l'ouverture du musée d'une couleur un peu dramatique, de contestation. Les médias ne rendaient compte de la réalité de ces territoires de banlieue qu'en parlant de révolte, de drames, d'incendies et de police. Et finalement, très curieusement, c'est quelque chose qui nous a plutôt servi à notre corps défendant, et de façon complètement inconsciente,
parce que le musée est venu éclairer ce territoire autrement. Et je crois que les habitants se sont découverts très fiers de ce musée qui venait donner une autre image de leur territoire que celle que les médias renvoyaient tout le temps. Alors, il faut dire aussi qu'auparavant, nous avons beaucoup travaillé avec le territoire. Nous sommes allés chez les autres, puisque nous ne pouvions pas encore accueillir chez nous. Nous avons travaillé pendant des années dans les écoles, les comités d'entreprise, les associations pour monter des projets éducatifs, culturels, pédagogiques avec la population, dans l'espoir aussi qu'en allant vers les autres viendraient vers nous ensuite. Voilà, donc je vous montre cette œuvre que nous avons acquise il y a assez peu de temps, mais je courais après cette œuvre depuis 12 ans. C'est une pièce de Richard Baquier qui s'intitule donc Nulle part est un endroit, et pour nous c'était une pièce, comment dire, programmatique. Voilà, comment construire un musée là où personne ne l'attend. Est-ce que c'est légitime? Est-ce qu'on peut construire un lieu? Est-ce qu'on peut avoir de l'ambition pour un territoire? Voilà, donc maintenant je vous passe une petite image du musée du côté rue pour vous montrer un petit peu l'architecture de ce lieu. Donc vous voyez un lieu extrêmement fonctionnel. L'architecte Jacques Ripaud est un descendant indirect, ou plutôt direct, du Corbusier, comme vous pouvez le voir. Toute personne un peu férue d'architecture repérera un vocabulaire architectural tout à fait représentatif. Voilà, donc le musée a ouvert il y a 13 ans maintenant. Et donc maintenant, je vais vous parler du présent et de ce que nous mettons en œuvre. Voilà, donc c'est un musée qui est consacré à l'art contemporain en France, mais dans une idée extrêmement ouverte. Au moment où le musée a ouvert, c'était les époques du président Nicolas Sarkozy, à un moment où, pas tout à fait, mais presque, à un moment où la France s'est beaucoup repliée sur elle-même, à un moment où tout d'un coup les papiers d'identité devenaient le marqueur d'une identité et d'une histoire. À un moment où il était difficile, plus difficile de venir en France, et sur ce territoire, évidemment, ça résonnait de façon très douloureuse. Donc nous avons décidé d'ouvrir à l'art en France dans une acception très internationale et de faire la part belle aux artistes venus d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'ouvrir le programme de résidence exclusivement aux artistes étrangers. C'est comme ça que nous avons invité Inchi Wiener, ou Mona Hatoum, ou Kim Suja, ou Shilpa Gupta, ou que sais-je, en travaillant avec l'Institut français aussi sur les différentes saisons qui étaient autant de moyens de s'inscrire dans ces dynamiques et de raisonner avec le territoire de façon plus nationale. Et donc l'idée, c'est d'inviter les artistes venus d'ailleurs à travailler sur notre territoire et à raisonner avec lui à partir de leur propre expérience, à partir de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont vécu. Alors c'est un programme très ouvert, les artistes peuvent rester 2 mois, 3 mois, on les aide financièrement, techniquement à produire une œuvre. Et lorsque cela est possible, lorsque l'œuvre produite résonne avec notre collection, nous décidons de l'intégrer à la collection. Et c'est comme ça qu'on a fait rentrer dans cette collection Art en France des artistes venus d'ailleurs. Voilà, donc ça, c'est un projet que nous allons continuer grâce à notre nouvelle collaboration, grâce à Bigueuil et à la Biennale, puisque nous avons invité Gosse de Hilkin, qui est venu déjà il y a 3 semaines et qui va venir réaliser son programme de résidence au mois de juin et au mois de juillet. Voilà, et nous inaugurerons ça en même temps que la Biennale au mois d'octobre. Donc vous serez tous bienvenus à ce moment-là. Donc l'ouverture du musée, c'est l'art en France, mais aussi l'art et la vie. Bon,
je ne pars pas du principe que parce que nous sommes sur un territoire particulier, très populaire, diversifié dans ses origines, je ne pars pas du tout de l'idée que notre public est moins connaisseur ou moins cultivé que d'autres publics. Jamais je n'ai eu cette idée et jamais je n'ai voulu segmenter les publics, au contraire. Il se trouve que face à l'art contemporain, tout le monde est un peu dans une même situation de non-connaissance, de découverte, plus ou moins bienveillante, plus ou moins inquiète, enfin bref, face à des artistes qu'on ne connaît pas, nous sommes tous, spécialistes ou pas, placés dans la même situation. Donc c'est une grande chance finalement, parce que ça nous permet de parler à tout le monde de la même façon. Et puis il se trouve aussi que les artistes d'aujourd'hui, d'une part, utilisent les moyens d'expression du monde d'aujourd'hui, beaucoup la vidéo, la photo, l'installation, le son. Donc là, il y a quelque chose évidemment en commun avec la population très fort. Et puis surtout, les artistes d'aujourd'hui, peut-être plus que jamais, après des années de regard un peu auto-centré sur des formes artistiques, sur l'art lui-même, la raison d'être, il me semble qu'aujourd'hui, plus que jamais, les artistes s'intéressent au monde. Et donc, si vraiment il y a un sujet qui traverse notre collection, nos différents projets d'exposition, c'est vraiment ça. C'est comment les artistes nous accompagnent dans leur interrogation du monde à travers des formes extrêmement différentes, documentaires, réalistes ou au contraire extrêmement métaphoriques, poétiques, voire abstraites. Et je découvrais exactement ce même regard et cette même façon de créer une relation entre les artistes et le public aujourd'hui chez vous, dans ce musée, dans les différentes expositions, soit de la collection, soit l'exposition consacrée au textile. C'est pour ça que je parlais d'une véritable communauté. Nous sommes animés exactement par les mêmes sujets et la même façon de voir et de faire voir les choses. Donc, notre sujet, c'est effectivement les artistes et leur relation avec le public. Donc, comme vous, j'ai l'impression d'être un peu chez moi ici, parce que j'ai l'impression qu'on fait les choses de la même façon. Alors, je ne sais pas si pour vous, ça sera si intéressant, parce qu'il y a vraiment une duplication, ou tout au moins une sympathie, une résonance qui me trouble beaucoup. Parce qu'on s'adresse à un public très diversifié, mais parce qu'on s'adresse avant tout à un public qui découvre, nous avons mis en place une action éducative et culturelle extrêmement forte. En fait, l'équipe culturelle chez nous, c'est notre bras armé. C'est une expression un peu violente, surtout quand on vient du Pays Basque comme moi, mais c'est vraiment très important. On a fait le choix politique et budgétaire de recruter une équipe importante. La majeure partie de notre équipe, c'est l'équipe culturelle. Les conférenciers sont recrutés, ils travaillent à temps plein et ils font 1 ou 2 conférences par jour, mais le reste du temps, ils réfléchissent, ils travaillent, ils produisent, ils mettent en perspective. Et pour le dire simplement, ils tentent de créer des chemins, de créer des liens entre les œuvres les plus exigeantes et le public. Et pour ce faire, eh bien, on essaye tout, comme vous d'ailleurs, on essaye tout. Et on essaie de partir de sujets familiers, de sujets dans lesquels ou pour lesquels chacun se sent légitime à s'exprimer, à parler. On essaie évidemment de ne pas impressionner et que le public se sente légitime à s'exprimer. Donc la première chose, évidemment, c'est le sujet des œuvres lui-même, et après les moyens. Donc dans les choix des œuvres, je vais vous les passer un peu pour que vous ayez quelques images et que vous ne vous endormiez pas. Voici une pièce de Pierre Huyghe, qui est vraiment... Alors, Pierre Huyghe, certainement vous le connaissez parce que c'est un des rares artistes français très connus et qui travaille vraiment sur la scène internationale. Il vit aujourd'hui à New York. Et on a acheté ce film qui s'appelle Streamside Day, qui est un film qui me semblait résonner avec notre territoire, car dans ce très beau film, il rappelle la constitution d'une communauté dans l'Hudson Valley,
où des gens se regroupent dans un projet de lotissement où évidemment la nature est mise à mal pour la construction de ce lotissement dans lequel évidemment chacun projette beaucoup de choses. Donc dans cette œuvre, il questionne bien sûr notre rapport à la nature qui, si on la détruit, doit revenir dans tous ces projets, comme dans tous les projets aujourd'hui d'aménagement et d'urbanisme, de façon très artificielle, mais il parle avant tout de la façon dont une communauté se constitue. Car dans ce village, Streamside Day, tout le monde est blanc. Donc on est aux États-Unis et on se rend compte que c'est une communauté qui se fabrique et qui se choisit. Évidemment, ça avait une résonance assez particulière au sein de notre territoire où les gens se sont évidemment moins choisis. Je peux d'ailleurs vous dire que tous les grands ensembles qui sont construits à Vitry, en fait, ce sont les anciennes habitations à loyer modéré, les HLM, de la ville de Paris, que la ville de Paris avait construit très loin de Paris, enfin pas très loin, mais en dehors de Paris, pour loger les populations immigrées d'Afrique du Nord et d'Afrique. Voilà, donc ça c'est une pièce qui rappelle le côté tout à fait international et la globalisation et tout ce qui nous est commun, une pièce de... voyons, je n'ai plus leur nom, peu importe, je reviendrai dessus. Voilà, une pièce de Barthélemy Togo, qui est un artiste d'origine africaine mais qui vit en France et qui, à travers ses pièces, raconte le devenir, l'avenir, la façon dont les individus sont brinque-ballés, sont bougés d'un univers à un autre et portent sur eux leur identité et les difficultés pour les uns et les autres à bouger. Voilà la façon dont les papiers d'identité sont marqués des interdictions. Cette pièce de Mona Hatoum qui est venue en résidence et qui a travaillé à partir des communautés qui composent la ville, et elle a réalisé cette installation en gravant sur les balançoires les plans des capitales des pays d'origine des gens qui vivent aujourd'hui à Vitry-sur-Seine. Et alors la balançoire, vous savez, en France, c'est très lié à la question des jeux amoureux, de l'amour. Dans le monde entier, ça rappelle l'enfance, la liberté et le jeu. Et ici, le jeu, évidemment, est empêché par ces grosses chaînes qui ramènent à une réalité plus violente et qui constituent un territoire mouvant, une géographie impossible et assez dangereuse parce qu'évidemment on risque tout le temps de se blesser. Ça, c'est un très beau film de Kim Soo-ja qui est venue en résidence elle aussi et qui a produit ce film où elle traverse Paris, toujours de dos, toujours face à son destin, cette Needle Woman comme elle l'incarne dans l'ensemble de ses œuvres. Et dans ce film, elle part du musée et elle traverse Paris en passant par tous les lieux symboliques de la République, la Bastille, la République, symbolisant l'exil et le voyage sans retour. Voici deux pièces de Kader Attia, qui est un artiste franco-algérien avec lequel nous avons été très heureux de travailler, dont nous avons réalisé une grande exposition l'an dernier. Et Kader Attia, c'est un artiste qui aujourd'hui, moi, m'intéresse particulièrement parce qu'il a cette double origine, et puis parce que c'est un artiste qui relie l'histoire et qui met en doute et qui met en question certains récits officiels de l'histoire. Il met en doute l'histoire racontée par les vainqueurs. Et cette exposition au cœur du Macval avait un sens particulier. D'une part, lui-même vient de la banlieue parisienne, dont il s'est extrait de façon assez naturelle et héroïque. Et dans cette exposition, il relisait
l'origine de l'architecture moderne et la façon dont, d'après lui, Le Corbusier a été très influencé par l'architecture qu'il avait découverte dans les années 20 à Gardaïa et en Algérie. Et donc c'était une façon de montrer comment cette architecture qu'on appelle l'architecture internationale trouvait ses sources dans l'architecture mozabite, dans l'architecture de ce peuple très particulier qui a trouvé dans le sud de l'Algérie une terre de refuge. Voilà, donc c'est un artiste qui interroge beaucoup la façon dont l'histoire est racontée, qui revient sur les silences de l'histoire et qui me semble aujourd'hui évidemment particulièrement intéressant aussi au cœur de notre territoire. Voilà, bon, ça, peu importe, ça c'est encore autre chose. Voilà, donc pour accompagner ces œuvres auprès du public, nous tentons donc de trouver des chemins familiers et on expérimente tout. Alors on expérimente beaucoup de choses, mais sincèrement, et je crois que c'est la même chose ici, moi je n'ai jamais trouvé de meilleur moyen pour accompagner le public qu'une personne, qu'un conférencier, que quelqu'un qui accueille, qui dit d'abord bienvenue et qui trouve des chemins familiers pour accompagner ce public, pour lui donner la parole. Dans le fond, on tente tous de donner la parole aux artistes, mais aussi de vaincre la timidité, de vaincre le silence et d'ouvrir la discussion. Donc, on accueille normalement, on accueille naturellement, on met en place des projets qui permettent aux gens de se sentir et bienvenus et reconnus aussi, destinataires, mais reconnus dans ce qu'ils sont. Donc, par exemple, on a mis en place plein de visites, je ne sais pas, gustatives. Alors ça, évidemment, la question de la cuisine, c'est quelque chose d'absolument universel, mais ça permet de travailler avec différents groupes, avec différents types de population, les visites musicales, les visites poétiques. Et on essaie également d'accueillir la parole de l'autre. Dans le fond, nous ne sommes jamais certains d'avoir la bonne parole. Et autant la parole du public est toujours bienvenue, autant on essaie également d'accueillir la parole d'autres artistes, mais aussi d'autres créateurs, les poètes, les metteurs en scène. Et peut-être on ne s'en rend pas très bien compte dans le musée, dans les photos que je vous montre, mais c'est un espace qui est extrêmement propice au mouvement, à la chorégraphie, à l'occupation par la danse de ces espaces. Donc par exemple, on travaille avec la Biennale de danse du Val-de-Marne, avec des chorégraphes comme Boris Chermatz, pour accueillir le public, créer ensemble des œuvres et que ce lieu soit occupé par différents projets où les professionnels se mêlent aux amateurs. Donc ça, c'est toujours quelque chose d'extrêmement réjouissant et d'extrêmement joyeux. Voilà, donc là, je vous montre un peu le jardin. Il faut vous dire que quand le musée a commencé à être construit, c'était sur un territoire extrêmement ingrat et qui semblait particulièrement infertile. Or, nous sommes sur un territoire qui longtemps a été asservi à Paris. Les carrières étaient exploitées pour construire Paris. Elles sont ensuite devenues des champignonnières. La surface était des vergers pour nourrir Paris. Et ce territoire qui semble assez ingrat, en fait, est d'une grande fertilité. Donc je vous montre le jardin parce qu'évidemment c'est quelque chose d'assez incroyable. Quand le musée a été construit, tout était arasé. Et donc c'est extrêmement étonnant, mais finalement assez naturel de voir ce jardin qui est devenu une sorte d'oasis dans cet espace qui semblait effectivement très ingrat. Voilà donc une autre image du musée. Donc avec un peu japonisante. J'ai un certain regret à ce sujet. À l'origine, il y avait des jardins ouvriers. Alors à la toute origine, c'était une pépinière. Ensuite, il y a eu des jardins ouvriers. Et j'ai le regret, si j'en ai un, c'est celui-là, qu'il y ait eu un projet paysager avec le projet architectural qui a complètement arasé, annihilé les jardins d'ouvriers et donc une partie de cette histoire. Moi, quand je suis arrivée, le projet était dessiné. On a pu revoir certaines choses, mais pas tout. Et je regrette qu'on n'ait pas pu garder
ces jardins ouvriers, cette histoire tellement populaire et tellement particulière à ce territoire qui aurait permis d'avoir quelque chose de très participatif dans le jardin. Voilà, bon, mais ça, c'est comme ça, c'est l'histoire des projets, peu importe. Voilà. Et alors aujourd'hui? Donc aujourd'hui, le musée existe. Il a finalement, malgré tout, trouvé sa place. Même moi qui n'y croyais pas, aujourd'hui, j'y crois parce que le musée a 13 ans, parce qu'il s'est enraciné, il a trouvé son public, un public très local. 65% du public vient du Val-de-Marne, donc c'est un public de proximité. Et c'était notre vocation, et un public jeune. Alors ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis fière, et je peux d'autant plus le dire ici, que j'ai vu que c'était la même chose ici. Donc j'ai pas de leçon à vous donner, mais quand je vois aujourd'hui tous les jeunes, les familles, mais les jeunes qui sont là tout seuls, vraiment c'est quelque chose que j'apprécie. Quand on va dans un musée à Paris, en général, on est quand même très impressionné par le nombre de têtes blanches. Donc, et je n'ai rien contre, je le deviendrai bientôt. Mais voilà, je suis très impressionnée par ça ici, et c'est quelque chose qu'on remarque chez nous aussi, donc des jeunes, et qui viennent tout seuls, qui ne viennent pas forcément obligés avec leur classe, mais ils viennent avec leur classe. Et moi, je crois à ça. Je suis absolument convaincue de la nécessité de l'éducation artistique. Je regrette qu'il n'y ait plus un seul ministère en France, comme il y a eu pendant un certain temps, artistique, enfin culture et éducation nationale, et je ne crois qu'à ça, je ne crois qu'à l'éducation. Maintenant, on le sait. Je vais vous raconter une toute petite histoire. Il y a quelque temps, pour une nuit des musées, vous savez, cet événement qui se déroule en France chaque année, je vois un petit garçon prendre son papa par la main et lui dire « Viens, je vais te montrer le dispositif de l'œuvre ». Et je me suis dit, voilà, c'est incroyable. Il a pris le meilleur et le pire, notre vocabulaire un peu professionnel. J'ai trouvé ça merveilleux. Et quand on a fêté les 10 ans du musée, on s'est rendu compte que les enfants qui avaient 3 ans, 4 ans, 5 ans à l'ouverture du musée avaient 10 ans de plus. Aujourd'hui, ils en ont 13 de plus. Et qu'ils avaient tous rebaptisé certaines œuvres. Ils les avaient tous intégrées et faites vraiment leurs. Et bien sûr, c'est pas à l'échelle de milliers de personnes. Peut-être que c'est juste à l'unité ou à la dizaine ou à la centaine. Mais c'est merveilleux de rencontrer, par exemple, aujourd'hui une étudiante aux origines multiples qui vous dit avoir choisi de faire les beaux-arts parce qu'elle a découvert l'art au musée. Donc ça, il n'y a rien de plus gratifiant que ça. Donc, même si c'est pas sur des milliers, voilà, cette question de l'individu et de certaines rencontres rendues possibles pour certains, c'est vraiment ce qui nous anime. Donc le musée existe, il s'est ancré et puis il se développe dans des relations à Paris, vous l'avez rappelé pour Nuit Blanche, avec la Turquie maintenant. Voilà, moi on a travaillé un peu avec le Québec, on réalise des expositions avec d'autres musées, mais je crois que pour aller ailleurs, il faut exister chez soi. Mais je préfère encore l'idée, plutôt que d'aller ailleurs et de rayonner, dans le fond je crois que personne n'a besoin de nous, j'en ai même la conviction, mais je préfère cette idée d'accueillir le monde chez nous. Donc ça, c'est quelque chose que je voudrais absolument développer, peut-être justement parce qu'on se limite, on se force peut-être à une relation, à un territoire avec des frontières. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui l'art en France aussi? Aujourd'hui, les artistes sont nomades, ils travaillent partout. Donc nous commençons à les suivre plus loin et nous tentons d'accueillir de plus en plus chez nous. Voilà. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir, mais sincèrement, je n'ai rien à vous... Un partage d'expérience peut-être, mais je n'ai rien à vous apprendre. Par contre, pour nous, c'est bien plus important d'avoir des artistes turcs ou venus d'ailleurs. Alors, donc aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Est-ce que j'ai encore 5 minutes? Vous me dites, hein? Effectivement, vous le rappeliez, et c'est pour ça que cette présentation s'appelait « Un musée pour un territoire en chantier », car notre vocation, c'était de travailler pour ce territoire, un territoire assez modeste, d'ouvriers, de gens pour lesquels la rencontre avec l'art n'allait pas de soi.
Or, aujourd'hui, il y a un grand projet. Je ne sais pas s'il faut dire politique, financier, de société. Paris est en train de changer. Paris ne contient plus dans ses murs. Le périphérique est en train d'être dépassé. Et il se passe ici ce qu'il se passe, enfin il se passe à Paris ce qui se passe ailleurs. Paris déborde de ses frontières et gagne sa banlieue. Et moi je suis très troublée par ça, c'est inévitable. C'est la gentrification dont nous parlions tout à l'heure. Et c'est inévitable, c'est la même chose à Berlin, c'est la même chose à Istanbul si j'ai bien compris, c'est la même chose à Londres. Mais ce sont des projets qui ne s'énoncent pas. Ce sont des projets qui ne se dénoncent pas. Et qui sont mis en œuvre par des promoteurs, des aménageurs, des financiers, et il n'y a pas... ce ne sont pas des projets démocratiques. Voilà, ce sont des projets qui ne sont pas décidés, qui ne sont pas débattus dans des assemblées, ou alors à un tout petit niveau, et en même temps qui entraînent un bouleversement, une révolution des territoires. J'imagine que c'est la même chose ici. Je connais peu la situation, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi beaucoup de travaux à Istanbul. Voilà, nous sommes complètement dépassés par ça, nous sommes tenus par ça, nous sommes formatés par ces projets qui nous dépassent et encore une fois contre lesquels il n'y a pas voix, il n'y a pas expression politique. Voilà, c'est quelque chose moi qui me trouble beaucoup. Donc ce territoire est en train de changer parce que en fait, et je serais bien incapable de qualifier le « on », est en train de construire un très grand métro tout autour de Paris qui va nous sauver, bien sûr. C'est très important, ça va aider les gens de banlieue qui vont vivre beaucoup mieux. Tous ceux qui vivent dans des espaces difficiles d'accès seront reliés les uns aux autres. Et pour la première fois, c'est un métro qui ne passe pas par Paris. Bon, j'aurais pu mettre une carte du métro parisien, mais toutes les lignes passent par Paris. C'est la première qui va contourner Paris, voilà, comme un grand cercle. Et donc, en fait, cette grande ligne, la fameuse ligne 15, qui n'est pas du tout achevée, mais effectivement, l'ensemble de la région parisienne est en travaux, devient le squelette d'un nouveau territoire et d'un agrandissement. Donc, nous étions en dehors de Paris. Aujourd'hui, les choses ont un peu changé. Nous sommes à côté de Paris. Demain, nous serons dans Paris. Et c'est une très bonne chose parce que nous aurons le métro devant le musée. Et ça, je peux vous dire que techniquement, ça va nous aider, ça va aider les Parisiens, ça aidera nos amis étrangers à venir plus facilement parce que Big peut en témoigner, ça n'est pas simple aujourd'hui de nous rejoindre, même si c'est 3 km. Pour le musée, bien sûr que c'est très bien. Mais voilà. Ça change notre rapport au territoire, ça change notre ambition. Et donc, évidemment, aujourd'hui se pose la question de savoir comment nous allons travailler avec cette population en cours de changement, mais ça pose aussi la question de où va aller cette population, où vont les gens dont les immeubles modestes sont détruits pour construire de nouvelles résidences plus bourgeoise, plus importante. Voilà. Donc je termine en vous montrant 2 images du pique-nique que nous avons réalisé l'été dernier. Il faisait 35 degrés. C'était merveilleux. Tout le monde amenait ce qu'il voulait. Ça, c'est le résultat du travail avec les associations, avec les riverains, avec tous ceux qui nous entourent. Voilà, un moment ensemble, un moment de partage. Je ne veux pas idéaliser les choses, ça n'est pas toujours simple. Tout le monde ne vient pas au musée. Nous sommes une offre, nous sommes une invitation que relèvent certains. Nous n'intéresserons jamais tout le monde, mais vous voyez, c'est un musée ouvert à tous. Voilà, donc je voudrais juste conclure en vous disant que je suis quand même, malgré tout, très confiante dans l'avenir. D'autant plus quand je rencontre des gens comme vous, je me dis c'est merveilleux, finalement nous voyons les choses de la même façon, nous parlons la même langue et je me dis vraiment que l'avenir nous appartient. Voilà, je vous remercie de votre écoute et j'espère ne pas avoir été trop longue. Si vous avez des questions,
je peux creuser les sujets des expositions temporaires dont j'ai très peu parlé, qui sont des moyens aussi d'interroger le monde aujourd'hui, la question de l'immigration, la question de la masculinité, la question du genre. Voilà, on essaie... Oui, quelque chose d'important. C'était pas une vraie conclusion. Pardon. On ne s'interdit rien. Nous vivons au milieu de communautés très différentes. Des communautés d'origines différentes, religieuses pour certaines, pour d'autres pas. Et comme ici, et comme je l'ai remarqué ici, nous ne nous interdisons aucun sujet. Parce qu'à partir du moment où les sujets sont bien accompagnés et sont bien amenés, on peut parler de tout et avec tout le monde. Voilà. Ah, alors là, il faut que je mette... Salut, je m'appelle Ali Shangul et j'ai fini mes études il y a eu 2 ans en Amérique. Je suis un artiste aussi. Je m'excuse. I don't know if I should speak French or English. As you prefer. Okay, I want to ask, what do you think, what is the difference between a gallery and a museum? Ah. En France, une galerie est privée et un musée est public. En France, la question du privé et du public est très importante. En France, il y a beaucoup de suspicions du côté du public en direction du privé parce qu'il est question d'argent. En France, on ne parle pas d'argent. On n'a pas de problème d'argent. Donc, voilà. Aujourd'hui, sur la scène française, il y a de nouveaux phénomènes qui apparaissent. En un mot, la plupart des musées sont publics, soit nationaux, soit dépendants de régions ou de villes, donc publics. Mais depuis quelques années, des fondations privées apparaissent avec des enjeux de représentation, de vitrine de leur activité. Certaines aussi ont une part importante dans le marché de l'art. Je pense par exemple à la Fondation Pinault qui va ouvrir l'année prochaine et dont le propriétaire, M. Pinault, est aussi le propriétaire de la maison de vente Christie's. Ça n'enlève rien à la qualité de sa collection, hein. Et je le dis sans arrière-pensée, vraiment. Et aujourd'hui, on remarque que certaines de ces fondations privées, qui sont très importantes, je pense par exemple à la Fondation Louis Vuitton, ont aussi été accompagnées par des réductions fiscales de taxes très importantes. Alors, il se passe un phénomène. Les privés... Est-ce que je peux parler comme ça? Oui. On peut tout parler. Bon, c'est une interprétation très personnelle, d'accord? Elle n'engage que moi, et voilà. Et ça ne sort pas d'ici, ok? Alors, les fondations privées se développent, grandissent avec tout ce soutien, cette défiscalisation qui vide les caisses de l'État, et les musées publics, évidemment, ont de moins en moins de soutien public. Voilà ce qui est en train de se passer en France. Et alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Donc, en plus de cette différence qui est en train d'apparaître, les fondations privées se placent de plus en plus dans un domaine de service public et débauchent les personnels qui travaillent chez nous, ça m'est arrivé, en les payant 2 fois ou 3 fois plus. Et en même temps, on peut aussi remarquer que dans ces fondations françaises, hein, je vous parle de la France, il y a une sorte d'écriture d'une scène artistique officielle. Et donc finalement, on se retrouve avec une sorte de cristallisation, de fabrication du marché de l'art, avec les grands artistes internationaux qui deviennent aussi les représentants de ces collections privées. Les prix augmentent. Parfois, il y a un contrat moral qui fait que lorsqu'un artiste travaille avec une fondation privée, on l'empêche d'aller travailler dans un musée public. Je peux aussi en témoigner. Voilà, donc il y a une sorte de monopole, de cristallisation des choses.
moi, qui me fait assez peur, qui pourrait nous empêcher de nous intéresser à certains artistes, et surtout une emprise des moyens et une certaine écriture d'une certaine histoire de l'art. Alors évidemment, ça nous pose beaucoup de questions. Moi, ça me rend très combative. On ne peut pas du tout rester passif. On ne doit pas subir ça. On doit exister, trouver des chemins de traverse, cultiver nos forces, cultiver l'aspect public, évidemment éducatif, mais ils viennent un peu sur notre territoire comme pour s'acheter d'une certaine façon se racheter un peu. Oui, s'acheter une virginité, c'est une très jolie expression. Voilà. Donc, mais en France, c'est très différent d'ici. Il y a vraiment cette séparation très importante entre le public et le privé qui est un peu artificielle en même temps. Et je pense qu'on doit se réinterroger. Le privé n'est pas forcément un ennemi, malgré tout ce que je viens de dire. Et je pense qu'à terme, les relations quand même vont se pacifier parce que nous sommes dans un monde global et que même en France, et même dans une collectivité communiste, il faut faire avec le monde réel. Merci. Teşekkür ederiz her şeyden önce. Une minute, s'il vous plaît. Alors, est-ce que ça marche? Teşekkür ederiz. Très bien. Güzel sunum için. Sanattan uzak bir bölgede ilk başta 13 sene önce kuruldunuz. Muhtemelen bir direnç vardı insanların müzeye gelmesi konusunda. Bu direnci tabii ki hani etkinliklerin içeriği görüyorum ki çok insanları mutlu edecek nitelikte ve çekecek nitelikte. Ama bu direnci kırarken başka stratejileriniz oldu mu ya da hani bu süreci merak ettim açıkçası. Çünkü zor bir şey yani sanatla ilgilenmeyen bir kesimi sanatın içine çekmek zor bir şey. Bunu merak ediyorum. Burada belki bize aktarmak istediğiniz bir şeyler vardır diye. Teşekkürler. Bon, on va rester assez modeste quand même face à ça. La première chose, ça a été d'inviter des artistes qui s'intéressent au territoire. Pendant le chantier du musée, dans le préfabriqué que nous avions construit, nous avons monté les premières expositions. Je voulais que le chantier soit un moment d'imprégnation, de contact avec la population. En banlieue parisienne, il y a une histoire particulière, c'est l'histoire des théâtres, des théâtres décentralisés. Et ces merveilleux théâtres, construits dans les années 60 et 70, on leur reproche aujourd'hui d'être déconnectés de leur territoire et de ne faire venir que des Parisiens. Et c'est vrai, les Parisiens vont en banlieue pour aller au théâtre. C'est une histoire que je ne voulais absolument pas reproduire. Donc, depuis le lancement du chantier, on a essayé de faire que les gens se sentent destinataires du projet, qu'ils comprennent que c'était pour eux. Bien entendu, ils n'attendaient pas le musée. Moi, je me suis installée à Vitry. Je vis à Vitry depuis 20 ans, depuis que je travaille sur le projet. Mes enfants vont à l'école là, je parle avec mes voisins et je me rends bien compte que quand on demande aux gens quels sont leurs besoins, leurs désirs, leurs nécessités, c'est plus en termes transport, travail, médical, social et pas culturel. Et donc, comme vous le disiez, cette non-attente, peut-être même cette résistance, nous en avions conscience dès le début. Donc, on a essayé de faire que les gens se sentent destinataires en leur montrant des projets où les artistes les regardaient. Donc, beaucoup de projets de photographes sur le territoire. Et un jour, la nounou de mes enfants vient voir une exposition de Valérie Jouve. Et en regardant les photos de cet artiste sur le territoire, elle m'a regardée, elle m'a dit « ça parle de nous ». Et ça, je me suis dit, voilà, ça c'est important. Je crois que les gens aussi ont été touchés par le fait qu'on leur destine un projet aussi ambitieux. Voilà, ça ne veut pas dire que ça les gagne au projet, mais je crois qu'il y a une forme de fierté et de reconnaissance. Mais aussi, nous avons essayé d'intégrer dans le musée des gens du territoire.
Et merci de cette question qui me permet d'en parler. Vraiment. Donc, notre désir, ça a été de faire qu'il y ait dans le musée des ambassadeurs du territoire qui soient en même temps chez eux des ambassadeurs du musée. Et donc une grande partie de l'équipe a été recrutée parmi des jeunes qui vivaient là, qui ne travaillaient pas, qui étaient en recherche d'emploi, que nous avons choisis pour leur appétence, leur désir d'être là et leurs compétences à venir ou leurs compétences déjà existantes. Et donc on a mis en place, avant l'ouverture du musée, un programme de formation de 6 mois pour les former à la question de l'accueil, de l'art contemporain, de la conservation préventive, de la restauration. Alors c'est une formation qui n'est pas diplômante, qui ne regarde que nous, mais qui était une plus-value apportée à cette équipe. Et aujourd'hui, toute l'équipe d'accueil et une partie de la médiation est constituée par des gens du territoire. Alors aujourd'hui, ils sont un peu plus âgés, comme moi, ils ont 13 ans de plus, et on est en train d'essayer de passer à un stade supérieur avec eux, parce qu'on se rend compte qu'on refuse beaucoup de groupes, beaucoup d'enfants. Juste une petite expérience. On a beaucoup travaillé depuis 2 ans sur les publics que l'on appelle les publics en situation de handicap ou du champ social, les publics en difficulté. Et donc ce sont des tout petits groupes. C'est beaucoup de travail. Et au lieu d'accueillir 30 enfants, on accueille 10 enfants. Et c'est un choix qu'on a fait. Néanmoins, aujourd'hui, les chiffres nous montrent que, comme on ne peut pas accueillir tout le monde, on n'accueille pas assez les enfants des classes aussi. Et chez nous, dans les classes, il y a aussi beaucoup d'enfants en difficulté. Donc on est en train d'essayer de voir comment notre équipe d'accueil et de surveillance, constituée de ces jeunes du territoire, peut être plus en capacité et en responsabilité d'accueillir aussi le public et d'établir une première forme de médiation. Voilà, pour pouvoir accueillir plus. C'est pas pour faire du chiffre. On en parlait tout à l'heure. Nous sommes dans des questions de rentabilité humaine et pas financière. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon... Mais c'est aussi parce que nous sommes publics que nous pouvons nous permettre de dire ça. Voilà, je le dis d'ailleurs sans jugement. Voilà, mais pour une plus grande rentabilité humaine, il faut que nous puissions accueillir plus. Et on se rend compte que les professeurs, les enseignants ont toujours des difficultés à venir sans conférencier. Nous essayons de former les professeurs pour qu'ils soient plus autonomes dans leurs visites, mais malgré ça, ils veulent toujours être accompagnés. Voilà. Donc, je crois que la greffe a pris vraiment dans le territoire, mais encore une fois, il faut être modeste. C'est ce qui compose notre public, mais tout le monde ne vient pas. Pas encore. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Merci. Merhaba, ben Filiz. Makveli 2007 yılında tanıdım ben. Santral İstanbul'da müze ekibindeydim. Sizi bir... geliyor mu sesim? Okay. Ve o zamanlar müzeniz yeniydi. Ve hani projenin ilk başındaki o heyecanı biz duymuştuk. Ve benim bu hayatımda çok önemli bir dönüm noktasıydı aslında. Sizinle tanışmak, hani projenin girişi, yani burada anlattıklarınızdan çok daha detaylı o giriş sürecindeki birçok etkinliği hatırlıyorum. Benim aslında bugün buraya gelmemin en büyük nedeni hani 11 yıl sonra, 12 yıl sonra acaba hala aynı idealistlik devam edebiliyor mu? Aynı güzellik, hani aynı vizyon devam edebiliyor mu diye meraktı. Santral İstanbul'da benzer bir alanda kurulmuştu çünkü Sütlüce'de. Yani İstanbul'un şu andaki merkezinden bir tık daha uzakta diyelim. Ama oradaki ilham verdiğiniz şey uzun süremedi maalesef. Belki işte devlet özel konusu olabilir. Ama işte ben burada aslında 2 tane şey sormak istiyorum. Şu anda bulunduğumuz müze olsun. İstanbul'un içindeki müzeler olsun. Sizinle benzer problematikleri yok. Çünkü bölgesel olarak çok daha merkezi bir yerdeyiz. O yüzden de biz sadece size hani kendi
alanımızdan hani imrenerek bakıyorum bence. Ben hani kendi adıma. Birincisi hani farklı bir paydaşınız olarak yani merkezde olup sizin kadar insana ulaşamayıp sizin kadar demokratik farklı alanlardaki insanlara ulaşamayan müzelere tavsiyeniz ne olur? Bu potansiyelde olmasına rağmen sizin yaptıklarınızın yarısını bile yapamayanlar olarak söylüyorum. Birinci bu. Merkezdekilere ne söyleyebilirsiniz? İkincisi de başlarken benim duyduğum 2007'de sizi yani müzeyle ilgili şeylerinizi duyduğumuz zaman yani eylemlerinizi, politik duruşunuzu 12 yıl sonra ne durumdasınız? Yani bir şeyler kaybettiniz mi, değiştiniz mi? Bunları nasıl değiştirdiniz, ne için değiştirdiniz? Bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Ce sont des questions très existentielles. Qu'est-ce qu'on a perdu, qu'est-ce qu'on a gagné? Bon, on a perdu un peu de notre jeunesse, mais certainement pas de nos... Non, pas de nos illusions, parce qu'on a quand même une grande chance, et vous, c'est la même chose, c'est que c'est toujours des premières fois. Qu'à chaque fois, c'est un nouveau projet, à chaque fois, ce sont de nouveaux artistes, et qu'à chaque fois, on y croit. Et qu'on le fait pour les artistes, et qu'on le fait pour le public, on le fait aussi certainement pour nous, dans une idée d'accomplissement, de réalisation, mais ben moi, je crois... Alors, certainement perdu un peu d'illusion, oui. Des fois, plus à cause de certains artistes. Parce que quand on aime les artistes, on voudrait les aimer absolument. Et que parfois, les artistes ont des côtés un peu décevants. Mais moi, j'ai envie de courir après eux. Et non, je ne crois pas qu'on ait perdu grand-chose. J'aurais aimé réfléchir un peu plus à cette question. Non, je crois qu'on n'a pas perdu nos illusions et que chaque fois qu'on voit... Moi, j'ai un bureau qui domine le jardin. Et chaque fois que je vois des jeunes courir, des enfants, des familles, des gens d'origine différente, mais ça n'est pas la quantité. Et moi, je n'ai pas de conseils à vous donner parce que je ne sais pas comment il faut faire. Il faut être accueillant, il faut inviter, mais on ne fait pas de prosélytisme, on ne peut pas convaincre ni obliger. Ah oui, je rêve du jour où on pourra obliger les gens à aller dans les musées. Si, moi, c'est le seul autoritarisme dont je rêve. Non, une invitation, bien sûr, tenter de montrer aux gens qu'on pense à eux, qu'ils sont destinataires, que tout ça, que tous ces efforts, tout ce travail, et puis surtout que tous ces efforts des artistes cherchent à rencontrer le regard de l'autre. Je crois qu'en fait, ce qui nous anime, c'est le fait de travailler pour les autres, de travailler pour les artistes, d'être des sortes de médiateurs entre les artistes et le public. Je pense que quand on travaille pour soi-même, on n'est pas animé par la même... Alors, c'est pas une mission, il ne faut pas exagérer, c'est pas vital, mais en même temps, sincèrement, nos chiffres ne sont pas excellents, nos chiffres sont modestes. Moi, je suis heureuse de voir la diversité de ce public. Et je me dis que là, on réussit, mais c'est très peu en nombre. Je vais vous donner les chiffres. Les chiffres, c'est très peu. Et certainement, vous allez trouver que c'est nul par rapport à un musée de centre. On a 80 000 personnes par an. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est le nombre, d'ailleurs, d'habitants dans la ville. Et ensuite, sur cette question de la centralité... Longtemps, moi, j'ai vécu comme une sorte de complexe, vraiment, de complexe, d'être en banlieue. Peut-être parce que je ne suis pas parisienne, je ne suis pas banlieusarde, je suis provinciale. Je viens du sud-est de la France, du Pays Basque. Pour moi, la banlieue, c'est un non-lieu. Ça n'existe pas. Et donc, longtemps, moi, je l'ai ressenti un peu comme ça. Il y avait une forme de condescendance, de bienveillance un peu méprisante de la part de mes collègues parisiens et des musées nationaux. Un musée en banlieue pour une banlieue rouge et communiste, pour des immigrés. Et finalement, moi j'ai été gagnée par ce territoire, mais réellement, maintenant je l'aime. Il n'est pas beau, il n'est pas parfait, il est ingrat, mais je l'adore. Voilà, et je n'irai plus vivre ailleurs sauf au Pays Basque. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une forme de liberté dans le fait d'être à côté. Il y a moins de pression.
Paris est important. Paris, aujourd'hui, est la validation de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, les artistes ne travaillent pas à Paris. Ils travaillent en banlieue. Et ça fait très longtemps. Et Sarkis y est depuis les années 60. Mais voilà. Et il me semble aujourd'hui, c'est peut-être un peu prétentieux, ou peut-être un peu optimiste, mais que les choses arrivent vraiment et se passent plus en banlieue qu'à Paris. Paris est en train de s'endormir. Paris se muséifie. Paris est en train de se scléroser. Et donc, voilà. Donc je pense qu'on a tout à gagner, nous, de ce grand territoire en développement. Nous serons peut-être dans une nouvelle centralité, mais on restera toujours un peu à côté, parce que le pas de côté, la distance, c'est quelque chose que voilà, j'aimerais cultiver dans l'avenir. Je suis très longue dans mes réponses. Et qu'est-ce que vous pensez, c'est une question bien franco-française pour le coup, mais quel va être l'impact pour vous, je ne sais pas où on en est d'ailleurs, mais de cette carte des 500 €, je ne sais plus le montant, je crois que c'est 500 €, la carte de notre ministre, là, où les gens vont pouvoir choisir, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel impact ça va avoir, ou pas d'ailleurs, sur la fréquentation du musée? J'imagine que vous suivez la question. Je ne suis pas spécialiste du tout. Non. Je sais qu'ils est testé dans quelques endroits, villes, départements. Alors peut-être pour nos amis turcs, c'est une nouvelle offre du ministère de la Culture qui propose une carte avec un budget dessus pour favoriser les jeunes, leur proposer une offre culturelle. Néanmoins, c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la consommation. Donc ils sont en train de tester ça en espérant que tous les jeunes n'iront pas sur des trucs de streaming ou acheter des jeux vidéo avec cette carte. Bon, and so what, quoi. Et alors, moi je crois que la fréquentation de la culture et de l'art, ça passe pas par la consommation. Alors je parle depuis un musée qui est gratuit pour les moins de 26 ans. Alors évidemment, nous on a réglé la question, mais je ne pense pas que une offre de consommation soit le meilleur moyen pour créer cette relation. Voilà, je pense encore une fois que le plus grand des moyens, c'est l'éducation, commencer tout petit, parce que les petits grandissent. Et donc plutôt que quelque chose d'immédiat et d'absolument présent, il me semble qu'on a beaucoup mieux à faire. Et le mieux à faire, pour moi, c'est d'investir dans le temps et dans la durée. Ça, c'est quelque chose qui a dû traverser ce que je vous disais, mais il me semble important d'être patient et de, pas forcément de voir loin, mais de s'inscrire dans le temps et de laisser les choses arriver, de semer. C'est peut-être parce que je viens d'une terre agricole que je dis ça, mais voilà, la question du temps, de la durée, me semble essentielle. Mais nous verrons, il va y avoir... Mais ça vient juste de commencer, et donc il y aura des bilans, normalement, au bout d'un an. Mais je suis assez dubitative avec ça. Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Sorum şuradan olacak, biraz ters köşe belki. Berlin'den bahsettiniz. İstanbul'da da olan süreç, Türkçesinde mutenalaştırma dediğimiz gentrifikasyon. Şöyle bir eleştiri var sanata ilişkin. Batı'nın özellikle sanata verdiği o kıymet üzerinden bir korumacı bir alanla şehirleri değiştirmesinden bahsediliyor. Bu noktada işte o radikal şıklık kavramıyla bakarsak, sizin bölgenizde bunun bir etkisi var mıdır? Artan kiralar, gitmek zorunda olan insanlar, bölge politik, yani aslında müzeniz bölgeye ne kadar uyumlandı, belki biraz oradan bakmak lazım, onu merak ediyorum. Merci de cette question qui recoupe un peu ce que je voulais ouvrir sur les questionnements du présent. Alors nous n'en sommes pas encore là. Nous n'en sommes pas encore là, mais c'est en train d'advenir. Ce dont vous parlez, c'est ce qui s'est passé aussi à Montréal, dans beaucoup de villes où on sait qu'à partir du moment où les artistes s'installent quelque part, c'est involontairement de leur part la voie ouverte vers la gentrification. Alors, chez nous, ils sont en train de tout refaire.
Les nouvelles résidences s'appellent le Contemporain, la Résidence des Arts, la Villa Matisse. Nous n'avons pas de Matisse dans la collection, mais bon, voilà. La Villa du Buffet. Donc ça y est, c'est en cours. Et ça, c'est terrible pour nous, car notre image produit l'effet inverse de ce que nous souhaitons. Donc c'est en cours, mais ça va aller lentement parce qu'il y a aussi une résistance de la mairie. Alors une résistance et en même temps une complicité avec les promoteurs et les aménageurs. Mais la mairie, dont nous ne dépendons pas, mais les gens de la ville peuvent ont encore les moyens, ont encore le pouvoir d'installer, de décider de la nature des constructions dans leur ville. Et pour contrer cette gentrification inévitable et à laquelle le musée participe à son corps défendant, la mairie donc a des grands programmes immobiliers pour maintenir un certain type de population en difficulté sociale sur le territoire. Mais c'est elle aussi une mairie communiste, donc évidemment qui travaille avec une certaine optique. Bon, je ne rentre pas dans les questions politiques, parce que d'ailleurs ça n'est pas si simple, car on se rend compte que cette population pour laquelle la mairie travaille et œuvre, c'est une population qui souvent ne vote pas. Donc c'est très compliqué, on le sait en analysant les votes dans certains quartiers. Voilà. Donc pour l'instant, il y a une forme et une certaine résistance publique à cette gentrification, mais moi je n'ai aucune illusion. Ces pouvoirs sont de moins en moins entre les mains des mairies, et je pense que c'est vraiment le domaine financier des aménageurs et des promoteurs qui est en train de prendre le dessus. Et donc ma vraie question, c'est de savoir ce que les gens deviennent. Donc, enfin, on le sait, ce qu'ils deviennent. Premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle. Ils partent de plus en plus loin. Voilà. Alors oui, peut-être que dans 50 ans, Vitry sera devenue une ville bourgeoise, une ville arty, une ville très chic. Bon, on n'en est pas là. Et donc on fait tout ce qu'on peut pour conserver le maximum de mixité. Mais c'est une ville déjà très contrastée. Très contrastée. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que, je le vois à l'école des enfants, c'est extrêmement mélangé. Et c'est une expérience pour les enfants extraordinaire. Je racontais à Mélodie tout à l'heure que mes enfants n'ont jamais parlé d'enfants noirs, d'enfants africains. Jamais. Ils ne parlent que des prénoms. C'est des questions qui n'existent pas pour eux. Voilà, et je me dis que c'est une grande force, une grande richesse, quand dès l'enfance, la mixité et le rapport à l'autre deviennent des choses naturelles. Jusqu'à quand ? C'est un territoire particulier, hein. Riche, terrible, violent et très émouvant. Donc si vous n'avez plus de questions, eh bien moi je vous invite à venir, hein, ou à revenir pour ceux qui sont déjà venus. Est-ce que ça va ? Merci. Merci à vous. Vous avez été extrêmement patient et merci d'avoir posé des questions. Je suis toujours plus à l'aise dans le dialogue que dans le fait de parler toute seule, dans une autre langue, à des gens qui me... Voilà, donc merci beaucoup.